Je vais demander à Bernard Spitz, président de la FFA, de nous rejoindre, mais juste après le film. Bernard, on l'a vu, l'assurance est un monde en mouvement avec des évolutions socio-économiques dont vous allez nous faire les commentaires. Et vous n'échapperez pas, bien sûr, à cette question, l'agent d'assurance dans tout cela. Voilà, vous avez la parole. Merci Patrick, merci à tous. C'est vrai que c'est difficile de succéder à Patrick Évrard avec son accueil de rockstar, avec un petit film qui rappelle ce qu'il disait à la fin. C'est vrai que c'est un métier formidable parce que c'est un métier qui couvre tous les sujets, tous les Français. Et donc, voilà, je suis très heureux, très fier, très honoré de votre invitation. Lorsque j'ai reçu la proposition de Patrick, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il m'invite. Alors, je me suis dit, bon, soit j'ai passé un cap, ou alors ils n'avaient personne d'autre. Et puis en fait, il a précisé que c'était la première fois depuis plus de 10 ans que vous organisiez une manifestation de cette ampleur. Donc voilà, je suis doublement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, cette maison qui est la Fédération française de l'assurance, elle représente toutes les familles, toute l'assurance française. Mais je sais qu'au quotidien, dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, dans vos 15 000 points de vente, pour tous les Français, l'assureur, c'est vous. Et lorsqu'on regarde les chiffres au quotidien, précisément, je me faisais la réflexion, vous avez accepté d'être présent pendant toute une journée pour des travaux, et j'ai vu le programme, il est très riche. Alors je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même un sacrifice, parce que quand vous allez rentrer, vous aurez 36 700 sinistres de plus à régler, en dommages, puisque c'est, en fait, faites le calcul, c'est celui, et je ne compte qu'un jour, puisque, en fait, on faisait la présentation des chiffres de l'assurance, il y en a 13 500 000 par an. Ça donne une idée de la profondeur de ce métier. Alors, on m'a demandé de commencer par parler des évolutions socio-économiques, donc de prendre un petit peu de distance, de hauteur, pour parler du monde qui nous entoure. Et je vais essayer de le faire sans tomber dans la dérive qui consisterait à faire un cours académique, ce n'est pas le sujet. Mais comme vous le savez, l'assurance touche à tous les sujets. La santé, l'habitation, l'auto, le commerce, les catastrophes naturelles, ce sont les sujets qui sont au quotidien. Et évidemment, ils posent des questions qui sont, sur le plan général, la politique du logement, de l'urbanisme, de la ville, les questions d'intelligence artificielle, et au-delà, la santé économique du pays. Et donc, ce qui se passe autour de nous est un moment très particulier qui vous concerne, qui nous concerne, qui vous concerne tous, directement ou indirectement. Parce qu'on vit une période, Patrick y faisait allusion tout à l'heure, une période de changement accéléré. Le vieux monde, dont on parle, celui du twist, laisse la place à celui du tweet. Et c'est un monde qui se cherche, avec des termes est à la mode, des disruptions. Vous savez que c'est un terme français, il ne faut pas croire que c'est un terme anglais, c'est un terme du XVIIIe siècle, tout à fait français, la disruption, c'est un truc qu'on nous a piqué, mais on parlait déjà de disruption sous les rois de France.
mais disruption créatrice, disruption destructrice, selon les sujets. En tout cas, une période faite de risques et d'opportunités. Et ce qui frappe, effectivement, c'est la vitesse à laquelle ces changements se produisent. Si on regarde dans notre quotidien, auprès de nous, vous prenez tous sans doute Uber qui est devenu la première compagnie de taxi au monde sans taxi, sans voiture. Airbnb est devenu le premier hôtelier du monde sans hôtel. Amazon ou Alibaba sont devenus les plus grands supermarchés du monde sans magasin. Netflix, YouTube sont devenus les plus grandes chaînes de télévision du monde sans avoir de fréquence particulière. En quelques années, les ordinateurs se sont mis à apprendre tout seuls, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Les voitures se sont mises à conduire toutes seules. Nos montres suivent notre rythme cardiaque, nos enceintes servent à parler, à écouter. Les colis sont livrés par drone. Des lanceurs de fusées reviennent sur Terre et on envoie les voitures dans l'espace. C'est tout ça qui se passe en ce moment. Alors vous allez me dire quel rapport avec l'assurance? Eh bien, c'est que tout notre environnement est chamboulé par cette évolution, que la notion de risque, la notion de responsabilité sont profondément modifiées. La gestion des données personnelles, données de vos clients, les vôtres, deviennent un enjeu économique et politique. Les changements sont aussi de nature politique. Replaçons-nous il y a 2 ans de cela. On se disait que le populisme allait remporter les élections en Europe, en France, en Autriche, aux Pays-Bas. Et puis, vous connaissez le résultat. Alors on s'est dit, tant mieux, ouf, on a échappé à ça. Et puis, on a eu l'Allemagne, et on a eu encore, il y a quelques jours, l'Italie. Et en fait, la réalité, c'est que ce mouvement des populismes, il n'a pas à gagner. Encore qu'en Italie, la question se pose, mais il a progressé partout. Et qu'est-ce qu'il signifie, ce mouvement? Il signifie un rejet d'une certaine forme d'organisation et la protestation d'une démocratique de classe moyenne, de gens plus modestes, qui ont le sentiment que les choses ne tournent pas rond, que la mondialisation ne leur profite pas. Et donc on voit le libre-échange qui commence à être contesté. Et vous pourrez toujours dire que c'est celui qui a permis la création de richesses, que c'est celui qui a permis de résoudre les problèmes de faim dans le monde ou de mortalité, mais vous ne serez pas entendu, parce qu'on n'a pas réussi, à force de manque de pédagogie, de manque de sensibilité, à convaincre ces opinions publiques. Et ce n'est pas en les disant qu'ils n'ont rien compris et que ce sont des idiots qu'on va régler le problème. Non, on a un vrai problème aujourd'hui de conviction démocratique. Alors je ne fais pas de politique en disant ça, je dis simplement que cet environnement-là, il a aussi des conséquences sur la croissance, sur l'optimisme des chefs d'entreprise, sur les échanges. Regardez la montée des protectionnismes. Je prends cet exemple tout simple, tout récent. Le président Trump a pris des mesures protectionnistes sur l'acier. Bon, qu'est-ce que ça change pour un agent d'assurance? Théoriquement rien, mais sauf que ça entraîne immédiatement de la part des Européens des mesures de rétorsion qui vont porter sur les avis. Et on entre dans une spirale qui a pour conséquence de réduire évidemment la capacité du commerce. Et le commerce, c'est quoi? Le commerce, c'est l'exportation. L'exportation, c'est ce qui permet à vos clients, aux entreprises, les grandes, mais aussi les PME, de voir leur chiffre d'affaires augmenter, leurs débouchés augmenter. Donc, on est dans un moment où les choses se tiennent. La mondialisation, c'est aussi ça. Je pourrais aussi parler de ce qui se passe en matière de climat, où on voit que, pourtant, qui sont typiquement des domaines qui s'observent sur le temps long, et on voit que les images de la NASA nous apportent la confirmation que jamais les années n'ont été plus chaudes, et qu'on voit des lits de rivières s'amincir, des lacs s'assécher. Ça n'est pas pour rien que les assureurs sont devenus des acteurs importants dans la révolution énergétique. Alors, ces transformations, les assureurs, les réassureurs aussi, les observent et en tirent les conséquences sur l'appréciation qu'ils font des risques. Et vous savez qu'on a publié récemment une carte de l'appréciation des risques et que le premier risque qui est arrivé, identifié par les assureurs, c'était celui du risque cyber. Et ça, c'est un risque bien réel. Vous avez vu l'an dernier, WannaCry, Petya, qui a été touché? Des hôpitaux britanniques, un fournisseur télécom espagnol, le ministère de l'Intérieur russe, des compagnies d'assurance aux États-Unis. Et donc, cet élément, ce cyber, il va entrer de plus en plus dans notre vie quotidienne. Il va vous concerner aussi parce qu'il va falloir vous protéger, vous, les entrepreneurs, contre ce risque. Et puis, il va falloir apprendre à aider, accompagner vos clients à combattre ce risque. Les agents généraux auront un rôle à jouer dans cette sensibilisation parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous.
une sensibilisation des entreprises, des PME au risque cyber, et je dirais aussi des particuliers. Et alors, de ce point de vue-là, j'ai envie de vous dire, soyez exigeants par rapport à vos compagnies mandantes. Pour qu'elles vous... Alors, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein, mais pour qu'elles forment vos collaborateurs à sensibiliser vos clients sur ces risques nouveaux. Il faut être exigeant pour qu'elles apportent à vos clients, notamment les PME, les bons conseils en matière de prévention et des offres d'assurance adaptées. Bon, je prends l'exemple du cyber, je pourrais prendre l'exemple des voitures. On a aujourd'hui 24 000 sinistres auto par jour, presque 9 millions par an. Ils sont moins fréquents qu'avant, mais plus coûteux, à cause de tout ce qui est technologie embarquée. Et tout cela dans la perspective de l'arrivée de la voiture autonome, de la voiture connectée, et comme je le disais, avec les problèmes nouveaux que ça pose, en termes de propriété, de responsabilité. Tout cela, il va falloir l'accompagner, le vivre. Le risque technologique est une chose, le risque climatique. On voit bien que les ressources se raréfient, et on voit les dommages des catastrophes naturelles. On les a encore vus très récemment à Saint-Martin, mais on les voit depuis le début de l'année également avec des événements climatiques qui frappent la métropole. Ça fait depuis 9 ans consécutivement que nous ne sommes pas passés sous la barre du 1,5 milliard de dommages dus aux aléas climatiques, qui était la moyenne des 20 années précédentes. 9 ans qu'on est passé au-dessus de cette moyenne. On a dépassé la moyenne des 2,4 milliards, et l'année dernière, on était à 3 milliards d'euros, notamment à cause d'Irma. Alors ça, c'est les chiffres. Et puis après, il y a la réalité sur le terrain. Et cette réalité, c'est la vôtre. Et je sais, parce que j'ai accompagné un certain nombre de ces événements en allant sur place pour témoigner de la présence des assureurs et faire en sorte qu'on ne soit pas vis-à-vis des pouvoirs publics dans cette espèce de rôle absurde dans lequel on dit on veut que les assureurs fassent quelque chose alors qu'ils le feront de toute façon. Il faut être là en première ligne parce qu'à ce moment-là, eh bien, on peut revendiquer le fait de faire les choses plutôt que de donner le sentiment qu'on est forcé à les faire. Mais sur ce terrain, moi j'ai l'expérience personnelle de ma relation avec les agents, et notamment les agents généraux du réseau CDIA pour la gestion de crise. Et je tiens vraiment ici, je profite de cette occasion pour les remercier de leur professionnalisme, de leur attention. Ils m'ont accompagné sur le terrain, ils sont présents dans les réunions avec les préfectures. On est dans des moments particulièrement tendus et l'opinion nous regarde. Et l'image de l'assurance, c'est eux qui la donnent. Alors je pense, je vais citer quelques noms parce que je les ai rencontrés, j'ai gardé le souvenir intact de ces moments assez intenses, mais c'est vous tous que je souhaite remercier à travers leur évocation. Je pense à Didier Bellotto, lorsqu'on a eu les inondations des Alpes-Maritimes en octobre 2015, et notamment lorsqu'on était revenu ensuite, quelques mois après, à la préfecture pour faire le bilan de ces événements devant la presse, devant l'ensemble des élus. Il m'avait dit que le plus important, au-delà des sociétés mandantes et des intérêts de tel ou tel, que c'était, dans des moments comme cela, de délivrer une parole commune pour l'assurance, dont les agents généraux sont les fers de lance. Et il avait raison. Je pense aussi à Corinne Perron, qui était avec moi lors des inondations de juin 2016. Je pense à Jacques Cardeillac, qui avait été si présent après les inondations à Lourdes. Je me souviens de Bruno Quentin, à Toulouse, lorsqu'il y avait eu les pluies torrentielles, c'était en 2013, en Haute-Garonne. Je me souviens de Pierre Gestin dans les épisodes 2014, les épisodes Sévenol. Et puis aussi Romain de Vérac, après les incendies marseillais, ou plus récemment encore, il y a quelques semaines, Richard Lévesque, qui tient encore, il y a quelques jours, des permanences pour les sinistrés des communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Villeneuve-le-Roi, où j'étais avec le Président de la République il y a encore 3 semaines. Et c'était très important parce que j'ai été donc physiquement avec le Président de la République au contact des gens, la population qui était là et qui exprimait ses craintes, ses peurs, ses demandes. Et les élus, et tout le monde était un petit peu démuni dans cette circonstance. Et le Président de la République a tenu à ce qu'on lui confirme qu'il y aurait bien des permanences qui seraient tenues dans ces mairies. Et ces permanences, elles ont été tenues grâce à lui, donc grâce à vous. Donc de tout cela, je tiens vraiment à vous dire merci. Alors évidemment, dans ces moments, on peut toujours faire mieux, mais on fait déjà beaucoup. Faire mieux, c'est tirer les conséquences d'un régime catastrophe naturelle qui est bon, qui est très envié en Europe, mais qui peut être encore amélioré. Vous savez que nous avons fait des propositions et le gouvernement a accepté d'entrer dans une
discussion interministérielle qui devrait normalement, c'est ce que le ministère des Finances nous promet, conduire à la fin de l'année à un texte au Parlement, un texte qui mettra en avant les plans de prévention, un texte aussi qui portera un certain nombre de modifications pour limiter, et ça c'est des éléments que vous nous avez apportés, vous, dans votre relation avec notamment les commerçants, un changement en termes de franchise, parce qu'on s'est rendu compte que cette franchise de 10%, elle était extrêmement pénalisante pour des commerçants lorsqu'ils se produisaient des événements d'une telle ampleur que l'ensemble de leur commerce était sinistré. Donc, il faut mettre en cohérence notre rôle d'assurance, notre rôle d'assureur et celui aussi d'investisseur. Ces événements climatiques appellent une présence de la fédération, des compagnies, sur le terrain de l'investissement et en matière de plans verts. Et c'est pour cette raison que la FFA a emmené les assureurs de 26 pays à lancer cet appel pour le climat à l'occasion de la COP21, que nous avons renouvelé l'an dernier à l'occasion du One Planet Summit, avec toute une série de propositions. Alors, je vous ai parlé des risques climatiques, des risques technologiques, je pourrais développer les risques financiers, les risques sociétaux. Les risques sociétaux, quand même un mot très important, nous sommes au cœur d'un moment démographique important, la population française vieillit, et on voit bien que la question des retraites, l'actualité le montre, est au cœur de leurs préoccupations. Et donc, il est très important de répondre à ce risque de longévité. Le risque de longévité, c'est presque risible. Si vous alliez parler à un client de risque de longévité, il vous rirait au nez. Non, c'est une chance, bien sûr, mais c'est une chance qui appelle aussi à des actions et à préparer sa retraite. Donc, l'ensemble des assureurs qui ont travaillé sur ce sujet ont présenté depuis donc quelques jours, c'est tout neuf, un grand projet extrêmement ambitieux qu'on baptise du nom de Rêve à vie. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse. Rêve à vie, ça veut dire revenu à vie. Et donc, c'est l'idée de proposer une simplification des produits de retraite, d'assurance retraite donc supplémentaire, avec un étage qui harmoniserait le maquis qui existe aujourd'hui entre les Madelins, les PERP, les PER, toutes ces choses. Là, l'idée, c'est de proposer un produit qui serait fédérateur, un produit garanti, ce que ne sont pas les autres produits, un produit sûr, un produit pour tous et un produit qui soit adapté, cher Patrick, au nouveau mode de vie, c'est-à-dire à des gens qui sont un jour salariés, un jour entrepreneurs, etc. Cette évolution sociétale, elle pose aussi, ce vieillissement de la population pose aussi la question de la santé. Et vous savez que c'est un enjeu essentiel pour les Français et un enjeu qui peut être un enjeu essentiel pour vous, avec les évolutions et les nouvelles aspirations des Français. Nous avons en France un reste à charge qui est très faible, mais qui est très fort sur quelques postes. C'est l'objet de la discussion qu'on a actuellement avec le gouvernement sur la réduction, sur le taux zéro sur les frais dentaires, l'optique et d'audioprothèse. Nous travaillons là-dessus. Et puis, parmi tous ces risques, je pourrais même ajouter un autre risque, vous l'avez évoqué, Patrick, à travers l'évocation de quelques noms que je ne citerai pas, même d'autant qu'ils ont disparu du paysage, comme vous disiez, c'est le risque réglementaire. Et sur ce risque réglementaire, nous sommes vraiment complètement alignés. C'est-à-dire qu'on a besoin, collectivement, les compagnies, les agents, de faire pression, de faire entendre notre voix pour éviter une espèce d'inflation de normes qui complique la vie des gens et aussi pour éviter des désordres qui viennent fausser le marché. Donc, je sais qu'on peut avoir confiance dans notre relation, nous serons à vos côtés, vous serez aux nôtres, et je crois que nous aurons les moyens de nous faire entendre de tous les pouvoirs publics. Alors, ces chemins que vous évoquiez, ces chemins de la croissance, ils doivent nous conduire à une assurance toujours plus forte, toujours plus innovante et proche des Français. Cette assurance de demain, les compagnies, les agents généraux, navigueront dans ce nouveau paysage. Ce paysage, et je suis vraiment très heureux d'avoir entendu et de voir dans votre programme à quel point vous l'avez décidé de l'appréhender, vraiment de vous en emparer, ce paysage de la modernité. C'est vrai qu'il n'y a pas d'avenir pour ceux qui pensent qui regardent dans les rétroviseurs et qui se disent que voilà, c'était bien. Non. Le monde change, mais comme votre président vous l'a dit, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est un monde plein d'opportunités, mais encore faut-il avoir envie de les saisir. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que
vous avez une profession, nous avons une profession formidable, et les résultats de cette profession vis-à-vis du pays sont exemplaires. Nous sommes aujourd'hui, depuis le Brexit, c'est vrai, mais nous sommes aujourd'hui le premier marché d'Europe, le premier marché de l'Union européenne, et en quelque sorte un exemple, une vitrine de l'excellence française. Nous sommes un secteur en croissance, nous sommes un secteur présent sur tout le territoire, notamment grâce à vous. Nous sommes un secteur aussi en croissance sur le plan international. J'en profite pour saluer tous vos délégués ici présents. Et c'est un secteur, donc, qui est celui d'une modernité. Et je crois que la modernité, c'est d'arriver, dans ce nouveau paysage, à adosser les entrepreneurs que vous êtes à une marque, dans le cadre d'un contrat exclusif, et d'avancer ainsi en répondant, en étant toujours plus proche des demandes de vos clients. Alors, comme Patrick, je suis venu aujourd'hui vous livrer moi-même une conviction. Et ma conviction, c'est que l'assurance, aujourd'hui, en 2018, est plus que jamais la réponse aux incertitudes et aux peurs qui nous environnent et qui définissent ce climat socio-économique. Parce que dans un monde que l'on dit et que l'on sait et que l'on voit, imprévisible, ce que l'assurance apporte, c'est ses garanties, c'est sa vision de long terme, pas beaucoup de secteurs qui pensent à long terme, et c'est sa couverture innovante des risques, même les nouveaux risques. On a parlé de la cybercriminalité, on a parlé du climat. Parce que dans une Europe qui est en proie aux inquiétudes des classes moyennes, l'assurance rassure, parce qu'elle apporte protection et sécurité, et parce que dans une France en mouvement, qui retrouve l'ambition de la compétitivité, mais qui partage aussi avec d'autres les craintes des fractures technologiques ou des fractures territoriales, vous offrez dans tous les territoires un point d'ancrage, un point de référence et un point de confiance. Et vous avez raison, il faut faire connaître notre métier, le faire mieux connaître. Alors, vous avez pris des initiatives, nous en prenons aussi, et j'en profite pour saluer Sylvain Mortera qui est dans la salle, puisqu'il a accepté la lourde responsabilité d'être le nouveau président de l'Université de l'assurance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Université de l'assurance ? L'Université de l'assurance, c'est un effort des assureurs pour mieux faire connaître dans les écoles, dans l'ensemble du monde académique et du monde de la formation, les immenses opportunités qu'offre le secteur de l'assurance, qui ne sont pas toujours effectivement assez connues. Et ça va de toutes les carrières, dans toutes les professions, dans toutes les spécialités. Il y a là un secteur qui a aujourd'hui 220 000 emplois et qui croît à la fois parce que la demande augmente et parce que la pyramide des âges fait aussi que le renouvellement se produit. Alors, face à ces évolutions multiples, la seule réponse, c'est l'innovation. Notre profession innove, vous innovez, nous innovons. Alors, c'est tout nouveau, donc je ne sais pas si vous le savez tous, mais nous avons par exemple annoncé hier une innovation qui vous concerne directement pour mieux servir les assurés sur un sujet des plus concrets qui sont les dégâts des eaux. Vous connaissez tous la Convention Cidre. Eh bien, à partir du 1er juin, c'est fini la Convention Cidre. La Convention Cidre est morte, vive la nouvelle Convention IRSI, qui va permettre de gérer avec beaucoup plus de simplicité dans les immeubles collectifs ce type de dégâts. Vous savez, quand il y a deux assureurs qui ne s'entendent pas, quand il y a deux experts qui se tirent la bourre, lorsque ça traîne en longueur, lorsque on se renvoie la balle pour savoir qui va prendre en charge les parties immobilières privatives ou bien qui va prendre en charge l'archège de la fuite, tout cela est désormais, IRSI y répond, puisqu'il y aura désormais un seul assureur en charge, un seul expert, et que systématiquement, les frais de recherche de fuite seront pris en charge. Donc, ça, c'est vraiment du concret, et c'est typiquement le genre de choses qu'une fédération unie, qui rassemble tous les assureurs, est capable de faire, et que ne pouvait pas faire avant, même si on en avait eu l'intention, les assureurs lorsqu'ils étaient divisés. Même chose pour les incendies. Ça fait quand même 15 millions de logements collectifs en France qui pourront en bénéficier. Donc, j'ai dit que nous innovions dans ce domaine, nous innovons dans les catastrophes naturelles avec ces demandes d'évolution. Nous allons aussi demander que les frais de relogement soient systématiquement pris en charge dans le dispositif CatNat. Vous savez qu'aujourd'hui, vos clients ne comprennent pas pourquoi leurs voisins sont pris en charge. Oui.
vois que vous êtes plus sensible à ça qu'aux dégâts des eaux. Mais c'est très important parce que c'est incompréhensible, effectivement, et c'est injuste. Et là encore, très concrètement, lorsque j'étais avec le président de la République à Villeneuve-Saint-Georges, les gens disaient « je ne comprends pas, mon voisin, on lui a pris un bon ». Désormais, cette question sera réglée parce qu'il y a un accord, un alignement de tout le monde. Ça fait plusieurs années que nous demandons cela et les pouvoirs publics nous ont promis de faire cette réforme. Nous innovons, alors on l'a évoqué sur les questions technologiques. La loi, que je ne citerai pas, nous amène néanmoins à prendre des initiatives. Nous avons fait une expérimentation avec 16 assureurs autour de la blockchain pour assurer à la fois la fluidité et puis la sécurité autour des évolutions. Lorsqu'on change d'assurance en matière automobile, c'est très important d'avoir une certitude sur le fait qu'entre le moment où on quitte l'assurance précédente et la suivante. Donc, nous travaillons, comme je sais que vous le faites avec vos plateformes de sinistres, avec vos développements en matière de télédéclaration, eh bien, nous travaillons sur l'ensemble de cette chaîne pour innover tous les jours et sans cesse. Et donc, pour apporter une vision de la société, une réponse qui est celle de l'assurance du XXIe siècle, nous avons aujourd'hui, si je résumais les choses, nous travaillons simultanément à la fois sur une assurance vie modernisée, sur une assurance retraite universelle, j'en ai parlé tout à l'heure, Eva-Vie, sur une assurance dépendance universelle, parce que ça aussi, c'est un sujet qui va monter dans la société française, on l'a vu encore il y a quelques jours, une assurance santé toujours plus innovante, une assurance modernisée donc contre les catastrophes naturelles. Et nous savons que pour mettre en place cette assurance du XXIe siècle, c'est vous, c'est votre proximité avec les clients, c'est votre expertise, c'est votre expérience du terrain, c'est votre mentalité d'entrepreneur libéraux, c'est votre tissu relationnel qui seront les atouts indispensables pour promouvoir ces solutions innovantes et en expliquer tout l'intérêt aux clients. Vous disiez le chemin de... Oui, c'est là le chemin de la croissance et du succès. C'est le chemin de la modernité. Et vous avez raison d'aller de l'avant, d'avoir une démarche de conquête. Comme l'a dit votre président, de parler d'innovation, de refondation, mieux encore, de les faire. C'est ça l'assurance du XXIe siècle. Elle a besoin de vous, nous comptons sur vous, parce que, mesdames et messieurs les agents d'assurance, aujourd'hui, c'est vous qui êtes le visage de l'assurance. Merci de votre attention et très bon congrès. Merci Bernard pour cette allocution. Vous pouvez effectivement regagner votre place.